Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur le rôle du pape Pie XII durant la Deuxième Guerre mondiale et son attitude contre les nazis. Diplomate en Allemagne de 1918 à son élection au pontificat en 1939, Pie XII s'est toujours employé à éviter toute crise ouverte avec Adolf Hitler. Vous voulez en savoir plus sur le rôle de Pie XII? Venez avec moi. Le meilleur diplomate du Vatican, disait-on d'Eugenio Pacelli, avant qu'il ne monte sur le trône de Saint-Pierre en 1939. Les archives vaticanes pour la période de l'entre-deux-guerres, ouvertes il y a quelques années, aident à cerner ce que le nonce à Munich et à Berlin, puis le secrétaire d'État Pacelli, annonce du futur pape. Elle confirme les sympathies du jeune prélat pour l'Allemagne, pays qui, par son catholicisme, pouvait prétendre à la relève du défunt empire des Habsbourg, comme modèle de l'État catholique. On comprend aussi les liens serrés tissés avec une large part des évêques dont il a promu la nomination pour certains opposés au nazisme et sur lesquels il s'appuiera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Von Galen, qui s'illustra à Münster dans la résistance victorieuse au programme Action T4, et l'évêque de Berlin von Preissing, proche lui aussi de la résistance et qui avertit tôt le Saint-Siège de la vanité de toute recherche d'un compromis avec Hitler. Pour autant, avant l'arrivée d'Hitler à la chancellerie en 1933, c'est avec circonspection que le secrétaire d'État Pacelli accueille les premières condamnations du NSDAP par des évêques allemands. En ces questions touchant à la politique, Pacelli souhaite garder la main. De fait, s'il fut satisfait du retrait de ces condamnations, qui après le vote des pleins pouvoirs en mars 1933 ne pouvaient plus l'être, il regrette, comme nous l'apprend un échange télégraphique avec le nonce d'alors en Allemagne, Monseigneur Orzaniego, que les évêques n'aient pas négocié avec les représentants du gouvernement pour obtenir des concessions en matière de politique religieuse. La documentation conservée à Rome révèle aussi l'attrait du temps de ces nonciatures pour le séparatisme catholique en Bavière et en Rhénanie, qui le pousse à préférer la signature de concordats avec des États régionaux, la Bavière en 1925, la Prusse en 1929, le Pays de Bade en 1932, plutôt qu'avec toute l'Allemagne, avec laquelle il faut attendre l'arrivée d'Hitler à la chancellerie pour parvenir à un traité. On ne sait pas non plus la vigilance de tous les instants dont il fait preuve pour éradiquer quelque forme de modernisme au sein de l'Église catholique d'Allemagne. Or, cet engagement personnel dans le combat contre la pensée moderne éclaire la genèse de l'encyclique Humani Generis, qui condamnera fermement celle-ci en 1950. Dans le même temps, et sur instruction de Pie XI, il s'ingérera fort discrètement dans les affaires du parti catholique, le Zentrum, pour enrayer une alliance avec les forces de gauche et en favoriser une autre avec la droite. Dans la période cruciale de crise persistante pour la République de Weimar et de montée rapide du parti nazi entre 1930 et 1933, aucun document trouvé n'atteste une incitation à s'allier avec ce dernier. Cependant, cette éventualité fut plusieurs fois jugée comme une moindre mal, parce qu'une entente avec les communistes était exclue, mais aussi parce qu'on venait à considérer une telle alliance comme un moyen de canaliser le national-socialisme et de l'amener à des positions plus respectables. De ce point de vue, les courriers adressés à Rome par Orsiniego concordent avec les articles de l'Osservatore Romano, journal semi-officiel de la secrétaire d'État, à savoir une oscillation entre le refus critique et la prudente acceptation d'une tentative de dialogue avec Adolf Hitler. Finalement, ces premières archives démontrent quel homme de négociation fut le secrétaire d'État Pacelli, par sa maîtrise parfaite du langage des diplomates et leurs artifices, par la minutie avec laquelle il examine tous les paramètres dans la conduite des affaires dont il avait la charge, tant politique que religieuse, par sa capacité enfin à maintenir fermes les prérogatives du Saint-Siège en ne cédant qu'en ultime recours. Cependant, ses qualités adaptées au terrain européen des années 1920 le furent peut-être moins face aux règles de la vie internationale qu'Hitler fait voler en éclats. Reste aussi ce que nous apprend sa correspondance inédite avec l'un de ses amis à la curie, Monseigneur Pizzardo. C'est difficilement que Pacelli vécut ces années à Berlin, du moins à leur début. Traversant soucis de santé et ennuis financiers, mis à l'écart de plusieurs promotions cardinalices, qu'il ressent comme une disgrâce et se lamente des restrictions financières imposées par Rome dans l'exercice de sa charge. Il souhaite plusieurs fois se retirer pour mener une vie plus pastorale.
Un document pris individuellement n'informe toujours que peu ou pas sur une politique aussi complexe et globale que celle menée face au nazisme. Mais la documentation conservée à Rome regarde dans son ensemble, permet à la fois de mieux en dessiner les lignes et d'apporter ici et là des connaissances précises. Cette politique oscille entre la recherche d'un compromis et les protestations plus ou moins fermes face aux exactions du régime. Au début, des considérations telles que l'espoir d'une normalisation du nazisme, les menaces planant sur l'Église ou l'éventualité d'une succession bolchevique à Hitler poussent les forces catholiques à Rome, comme en Allemagne, à la conciliation. C'est ainsi qu'au mois de mars 1933, le pontife loue l'anticommunisme du nouveau chancelier. Le Zentrum vote les pleins pouvoirs et l'épiscopat révoque sa condamnation du nazisme. Et tandis que l'on place depuis Rome les discussions pour un concordat du Reich, on y envoie en silence face aux persécutions antisémites du printemps. Les requêtes pour une intervention de la papauté ne manquent pas, mais elles furent repoussées au motif qu'il n'était pas opportun de s'immiscer dans les affaires internes du Troisième Reich et que les forces juives avancent l'archevêque de Munich, auprès de qui le secrétaire d'État avait pris conseil, était à même de s'en sortir par elle-même. Si le concordat signé le 20 juillet put servir de caution morale au très jeune régime, et les documentations démontrent qu'on en avait conscience à Rome, il demeure que Hitler en viole aussitôt les dispositions, ce qui conduit le cardinal Pacelli à lui adresser des dizaines de notes de protestation, demeurées vaines. Il faut attendre le début de printemps 1937 pour voir la papauté se défaire de ses illusions quant aux possibilités de négocier avec les nazis. L'encyclite, en condamnant ainsi le fondement néo-païen, appelait face à lui au courage héroïque des catholiques. Signée de Pie XI, on sait aujourd'hui qu'elle fut largement écrite par le cardinal Follenberg et le secrétaire d'État Pacelli, le futur Pie XII. Le nazisme remplaça alors le communisme comme l'ennemi le plus dangereux pour l'Église catholique. L'ouverture des archives du pontificat de Pie XII est encore très récente pour que les historiens puissent en produire une analyse approfondie. L'attention se concentre actuellement sur la question de l'attitude du pontife face aux persécutions et à l'extermination des Juifs d'Europe, sur laquelle les 11 volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la période de la Seconde Guerre mondiale sont très partiels. On en sait déjà davantage en revanche sur la diplomatie de Pie XII durant le conflit. Pie XII veut sauver la paix. C'est le sens de ses premiers messages et de ses interventions auprès des chancelleries européennes. Dans la tradition de ses prédécesseurs, via la secrétairerie d'État et le réseau des nonciatures, il offre ses bons offices pour régler pacifiquement les litiges en cours, à commencer par les frontières de la Pologne. Il incite le gouvernement de Varsovie à des concessions territoriales et proposa par 2 fois une conférence internationale en mai 1939 et en juin 1940 pour préserver ou revenir à la paix. Comptant sur le concours de l'Italie, il s'efforce d'améliorer ses relations avec Mussolini, notamment en se taisant lors de l'invasion de l'Albanie par les armées italiennes en avril 1939, qu'il ne condamne pas plus qu'il ne condamne ensuite celle de la Pologne. Les archives doivent justement aider à comprendre les cheminements par lesquels Pie XII et ses proches conseillers sont passés. Par ailleurs, le rôle d'intermédiaire qu'il joue entre la résistance allemande à Hitler et les Alliés est encore flou et mérite d'être fouillé. Il s'agit dans l'hiver 1939-1940 de favoriser un échange entre le catholique bavarois dépêché dans ce but à Rome Joseph Müller et l'ambassadeur britannique Osborne pour envisager une paix négociée en cas de renversement d'Adolf Hitler. C'est encore sur la fin de la guerre et sa sortie couvre de nouvelles perspectives à la diplomatie du Saint-Siège que les archives peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Sur quel relais Pie XII s'appuie-t-il en priorité? Comment l'alliance politico-morale nouée avec les États-Unis évolue-t-elle? Œuvre-t-il pour opposer une barrière politique et militaire à la poussée soviétique? Ce qui ressort déjà, c'est le développement exponentiel d'une administration de la charité jusqu'à la fin des années 1950, pour répondre aux cataclysmes humanitaires de la guerre et à l'ampleur inédite de la question migratoire. Comme on l'a vu, Pie XII a toujours favorisé les intérêts de l'Église catholique, aussi entre le nazisme et la neutralité absolue. Puis pour contrer la poussée communiste, il décide de s'allier avec Hitler pour sauver l'Église catholique, pour enfin de nouveau osciller entre les Alliés et l'Allemagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie.
Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.